Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains en Côte d'Ivoire ce dimanche, à l'occasion d'asseoir les fondamentaux d'un parti unifié et d'investir son candidat pour la présidentielle d'octobre 2015. Depuis août 2014, le port du casque est obligatoire au Bénin, un dispositif de sécurité routière qui remporte un franc succès. Le nombre d'accidents de la circulation a considérablement baissé. Puis les artistes se mobilisent pour le bon déroulement des élections au Nigeria. C'est le cas notamment de Victor Ekikaménor, un artiste plasticien à l'origine de la campagne Voter avec de l'encre, pas le sang. Mais tout d'abord, le Parti démocratique sénégalais a fait son choix et il s'est porté sur Karim Wade. Le fils de l'ancien président sénégalais a été désigné candidat du parti pour la présidentielle de 2017 à l'issue d'un vote ce samedi. Rappelons que Karim Wade est en détention à la prison de Rebeuss depuis le 17 avril 2013 et est dans l'attente de son jugement pour enrichissement illicite. Congrès extraordinaire du RDR en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Républicains, parti du président Alassane Ouattara, s'est réuni ce dimanche à Port-Bouët avec en tête d'investir son candidat pour la présidentielle d'octobre 2015. Les détails avec Jean-Célestin Idjangué et Kekeli Afeton. En 2010, à son arrivée à la tête de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara annonce une ère nouvelle. Les chantiers sont alors nombreux et les espoirs importants, notamment sur le plan de la reconstruction politique. Au moment où le Rassemblement des Républicains, le RDR, s'apprête à l'investir officiellement comme candidat à la présidentielle d'octobre 2015, des observateurs dressent un bilan de son quinquennat. Parlant de bilan politique, nous avons régressé. Par rapport aux années antérieures, les opposants sont mis en prison et il y a beaucoup de prisonniers politiques. En ce fin de mandat, nous constatons que le président est en train d'empêcher l'opposition de s'exprimer. Nous voyons déjà les actions avec nos amis de l'opposition qui ne peuvent pas tenir des réunions. En fin de compte, je dirais que ce qui a été promis n'est sûrement pas respecté. À l'issue de la crise post-électorale, le pays présentait un visage délabré dans tous les secteurs d'activité et la croissance était négative. Le PIB était en repli de 4,7% en 2011 au lendemain de cette même crise. Et le pays a connu depuis une croissance de 9,8% en 2012, puis pratiquement de 10% en 2013, selon le ministère de l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vise l'émergence à l'horizon 2020. Sur le plan économique, je crois que le bilan il est plutôt positif. Il a misé sur le long terme. Donc, une stratégie économique misée sur le long terme va mettre l'accent sur les infrastructures économiques, ce qui a été le cas entre le pont, les routes, les autoroutes et certaines autres infrastructures économiques. Ça permet justement d'avoir les fondations d'une économie durable. Et ça, je crois que quand il parle de la Côte d'Ivoire devenir un pays émergent en 2020, c'est les fondations qui sont en train d'être posées. Et évidemment, dans ce processus de mettre en place ces fondations-là, ça crée une certaine attractivité pour le secteur des investissements. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, Henri Konan Bédié, avait affirmé mercredi 17 septembre, lors de son appel à Daoukro, que le bilan de son allié Alassane Ouattara à la magistrature suprême est plus que flatteur. Force est de constater que malgré une croissance d'environ 10%, un habitant sur deux de la Côte d'Ivoire est considéré comme pauvre. En cause, principalement les effets de la crise post-électorale de 2010 et la destruction des PME, des petites et moyennes entreprises, au nom d'une politique d'assainissement lancée par le gouvernement d'Alassane Ouattara. Le procès des journalistes d'Al Jazeera ajourné au 25 mars en Égypte. Arrêtés en décembre 2013, ils sont accusés de diffusion de fausses informations et de soutien aux frères musulmans. Une affaire qui avait déclenché un tollé international. Les précisions de Kekeli Afeton. Un tribunal égyptien reporte au 25 mars le procès des 3 journalistes d'Al Jazeera accusés de soutenir l'opposition islamiste du Caire. Arrêtés en décembre 2013, Peter Grest, Mohamed Fahmy et Baher Mohamed sont accusés d'avoir falsifié des informations pour soutenir les frères musulmans. Une affaire qui atteste du refroidissement des relations entre l'Égypte et le Qatar. Cela montre que les autorités égyptiennes
tente de mettre en question les façons de la couverture de la chaîne Al Jazeera en Égypte, car il y a beaucoup de désaccords entre les autorités et cette chaîne d'information. Et puis, ces derniers temps, on voit bien que le cas de ce journaliste quitte un petit peu le champ juridique pour se placer sur le terrain politique. Les 3 journalistes avaient écopé en juin 2014 de 7 à 10 ans de prison, des condamnations annulées en janvier 2015 par la Cour de cassation qui a ordonné un nouveau procès. Pour les spécialistes, la réouverture de ce procès est un moyen de mettre la pression sur les autorités qataries. Cela montre à quel point le régime politique en Égypte tente de trouver au fond un issue juridique à un problème politique. Dans ce cas, le cas des journalistes d'Al Jazeera en Égypte sont un outil d'usage juridique et politique, notamment entre les mains du Caire pour faire pression via Al Jazeera sur les autorités qataries et sur Doha dans sa position, notamment politique et économique, envers l'Égypte. Des organisations de défense des droits de l'homme et le groupe de presse Al Jazeera n'ont cessé de dénoncer la dimension politique de l'affaire. Le régime du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi reprochait en effet au Qatar et à la chaîne qatari de soutenir les frères musulmans. Dans l'actualité également, 3 mois après sa victoire écrasante à l'élection présidentielle, le président namibien Hage Geingob a prêté serment ce samedi dans un stade de la capitale Windhoek. Plusieurs chefs d'État africains, dont le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbasogo, étaient présents à la cérémonie. Au Bénin, le port de casque est obligatoire pour les motocyclistes. Cette mesure de sécurité routière a rencontré un franc succès dès sa mise en application en août 2014. Le nombre de décès sur les routes de Cotonou et ses environs est en constante baisse, comme nous montre ce sujet de Lefty Ounou. Le port de casque devient une obligation au Bénin avec l'arrêté 2011 numéro 2-0321 instauré par le préfet des départements de l'Atlantique et du littoral Placide Azandé. Depuis le samedi 2 août 2014, l'obligation du port de casque pour les engins 2 roues et leurs passagers est rentrée en vigueur dans les principales villes des départements de l'Atlantique et du littoral. Une mesure de sécurité qui au départ a suscité des mécontentements et des remous. À présent, elle est acceptée par tous. Nous avions demandé en ce moment-là de nous laisser sensibiliser nos clients pendant un temps avant qu'on ne commence par réprimer. Aujourd'hui, grand merci que nos clients sont laissés et nous les transportons sans casque. Mais nous-mêmes, nous devons porter le casque car c'était une bonne chose. Aujourd'hui, le port de casque constitue un réflexe pour tout citoyen qui roule les engins 2 roues. Le casque protège la tête et sauve la vie. Non seulement ça permet de protéger la vie, mais il y a des petites nécessités que le casque nous permet de nous protéger contre. Les structures de sécurité routière s'engagent aux côtés du gouvernement pour l'application rigoureuse de cette mesure. C'est une occasion pour elles de multiplier la sensibilisation afin de sauver des vies. On veut apprendre tout le monde à porter le casque. Et après ça, maintenant, on va passer maintenant à la phase qualité. Le bilan des cas d'accidents et de morts en circulation a considérablement diminué au cours de l'année 2014. La promotion du port de casque et le reversement des 2 roues sur leur couloir de circulation sont à la base de cette réduction de cas d'accidents et de morts en circulation dans la capitale économique du Bénin. L'art pour sensibiliser à l'aube des élections générales au Nigeria. L'artiste plasticien Victor Ekikaminor a lancé la campagne « Voter avec de l'encre, pas le sang », objectif appelé à des élections apaisées et transparentes au Nigeria. Idelette Bissot. Dans l'espoir de véhiculer un message de paix à quelques jours des prochaines élections générales au Nigeria, l'artiste nigérian Victor Ekikaminor a initié la campagne artistique « Voter avec de l'encre, pas le sang ». Les élections de 2011 ont fait près de 800 morts et 65 déplacés. Avec les attaques de Boko Haram dans le nord du pays, la sécurité se renforce davantage dans les États. À chaque nouvelle élection, que les candidats soient anciens ou nouveaux, c'est à chaque fois un recommencement. C'est presque comme un nouveau départ. Donc dans ce projet « Voter avec l'encre, pas le sang », il est question de paix
et c'est ma prière pour la paix au Nigeria. Cette campagne artistique invite à la paix dans le pays en cette période électorale. C'est dans son studio que Victor crée ses dernières œuvres, notamment sa collection colorée d'encre sur toile qui donne du sens à la campagne « Voter avec de l'encre, pas le sang », actuellement en cours sur le net. Engagé, l'artiste veut sensibiliser pour des élections libres et transparentes. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Le Nigeria est un pays en construction. Je veux dire que le Nigeria s'est imposé comme une puissance dans l'espace économique africain. Nous étions tous soulagés de voir plus d'investissements étrangers et la montée du cours du pétrole ces 9 dernières années. Mais il y a d'autres domaines tels que la paix, s'ils sont pris en compte, auront une incidence positive sur le secteur du pétrole. Avec plus de 14 ans d'expérience dans l'art, Victor Eyikamenor est un artiste engagé qui veut participer à l'écriture de l'histoire politique et artistique de son pays, le Nigeria. Eyikamenor a organisé de nombreuses expositions à succès au Nigeria, aux États-Unis et en Europe. Il utilise l'art comme tremplin pour appeler à des élections apaisées et transparentes au Nigeria. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.